Vous m'avez accueilli dans votre quotidien. Aujourd'hui, je fais partie de vos vies. Parfois avec enthousiasme, parfois avec réserve. Notre relation n'est ni simple, ni figée. Complicité ou tension, cela dépend des contextes. Suis-je un partenaire fiable, une source de progrès, un point de friction? Et demain, serons-nous capables de coexister durablement? Ou faudra-t-il redéfinir les règles du jeu? Voilà, le docteur Mérin, donc vous trouverez l'adresse à l'entrée de la salle. Bravo aux équipes de Le Truc qui a vraiment utilisé entièrement l'IA pour bien évidemment filer la métaphore et puis s'appliquer aussi à cet exercice. Alors serons-nous capables de coexister sur la longueur? Nous interroge cette vidéo. J'ai plein de questions là, mais est-ce que quelqu'un a déjà envie de réagir à cette vidéo? Justine peut-être. Alors, c'est la base des premiers échanges que j'ai eus sur le sujet. J'ai réalisé une thèse justement sur l'acceptabilité de l'IA avec l'Agence spatiale canadienne. Alors, ils n'avaient absolument pas besoin de moi pour faire fonctionner des fusées, puis l'IA qui va avec, mais c'était vraiment plutôt justement sur les employés, les fonctions support. Évidemment, c'est la question centrale, hein, si on parle d'IA qui s'intègre dans le monde du travail. Est-ce que ça va nous remplacer, supprimer des postes, en créer, etc. Je dirais que ça dépend sur la manière que c'est pensé, l'intention derrière. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans la journée. Et l'intention est très déterminante sur est-ce que ça va être un complice ou un rival, du moins du point de vue des employés. Donc vous êtes professeur associé en management des ressources humaines à la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud. Donc vous nous parliez de ce travail avec l'agence spatiale et puis avec les équipes. On reviendra sur cette notion. En fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils utilisaient depuis très longtemps une intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une autre réaction à cette vidéo où on voit cet enfant jouer avec un robot qui pourrait être un téléphone parce qu'on donne toujours la forme d'un robot, mais vous avez vos micros sur les tables. Je peux peut-être rebondir pendant que mes collègues prennent leur micro. C'est vrai que ça me fait réagir cette vidéo parce que je suis jeune maman, j'ai une petite de 8 mois à la maison actuellement, une deuxième petite fille. Et typiquement, je ne voudrais pas confier le fait de donner des soins à mon bébé à une IA. Dans les entreprises, c'est un peu pareil. Quelles tâches on veut leur confier et quelles tâches on ne veut pas en fait partager avec ces technologies-là? Il y a certains humains aussi à qui on n'a pas envie de confier ses enfants. Donc en fait, c'est toujours des questions qu'on doit se poser. C'est qu'est-ce que je veux de qui, quoi, finalement. Et à qui on fait confiance. Ok. Marc Thuriot, vous êtes expert en management et leadership. On vous a vu, pour ceux qui étaient présents tout à l'heure, nous donner de fameux exemples. Je vous rappelle que j'aurai toujours raison pendant cette table ronde. Pour ceux qui étaient là, vous allez nous expliquer justement qu'on a toujours l'impression d'avoir raison, l'autre tort. Avec l'IA, c'est un peu pareil. Dans cette notion de questions sur la longueur et sur demain, vous qui formez des étudiants, qu'est-ce que vous leur dites sur cette relation demain? Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, d'avoir conscience que si je fais trop confiance à l'IA, non seulement je risque d'apprendre des choses erronées, mais alors quelles que soient les IA que j'utilise, elles hallucinent toujours toutes, puisque même celle dont je parlais tout à l'heure, Sight, qui est une IA dédiée à la recherche, elle n'invente pas des sources. Par contre, comme un humain, elle va sélectionner toutes les sources qui vont dans son sens. Et d'ailleurs, on rencontrerait la même problématique avec une IA, avec un être humain. C'est-à-dire que si je rencontre un humain chercheur ils sont 3-4 à penser ce qu'ils pensent dans le monde et que je le rencontre et qu'il donne une conférence ici, il peut nous expliquer, par exemple, que les mathématiques, l'entraînement aux mathématiques permet de générer une intelligence beaucoup plus large chez l'humain. La quasi-totalité du reste des chercheurs sont en désaccord avec ça. Mais voilà, donc le danger, c'est de faire trop confiance, c'est de ne pas être critique. Et le sentiment que j'ai maintenant, c'est que dans le fond, on ne devrait utiliser l'IA que quand on a déjà développé une expertise. Et là, il y a évidemment une énorme problématique. Puisque si je ne suis pas expert, je n'ai pas d'esprit critique. Alors, par exemple, les formations à l'esprit critique, c'est essentiel. Et évidemment qu'il faut aider les jeunes et puis juste leur donner des formations. Déjà, il faudrait former les enseignants sur le sujet. Mais on ne peut pas avoir d'esprit critique
sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, moi, si un mécanicien automobile me dit qu'il faut changer la courroie d'alternateur, bon, ben, ok. Oui, c'est pas votre métier, ouais. Là, je peux lui poser tout un tas de questions pour essayer de valider. Oui, mais il n'y aurait pas... Ouais, je vais être en difficulté pour avoir un esprit critique. On a l'esprit critique que ce à quoi, dans le domaine dans lequel on a déjà été formé. Mais ça n'en ferait pas un rival ou un complice pour autant, votre mécanicien. À quel moment est-ce qu'on peut devenir rival ou complice ? Et vos étudiants, est-ce qu'ils sont confiants sur cet avenir? Et après, bien évidemment, je vous interrogerai également, messieurs. Ne vous cachez pas, je sais que vous êtes là. Alors, ils sont trop confiants, mais de la même manière, on pourrait dire qu'ils sont trop confiants dans ce que leur racontent leurs enseignants. Donc, je crois que la problématique, elle nous touche tous. Il n'y a pas de spécificité jeune. Il faut... enseigner l'esprit critique, savoir qu'on doit toujours aller critiquer les sources. Et voilà, je ne vois pas d'autres alternatives que de se former en permanence à ce sujet. De se former soi-même pour aussi former les autres. Professeur Besson, vous êtes professeur à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, addictologue, également président de l'Association pour l'exploration de la conscience. Vous êtes un spécialiste de la conscience humaine et de la spiritualité, et c'est tout le sujet aussi finalement ici, puisque Justine Dima nous parlait d'intention. Quelle est l'intention derrière la technologie utilisée? Quand on a préparé ensemble cette table ronde, pour vous, c'était très important de en tout cas commencer derrière cette intention, sur cette intention qui est utilisée. Est-ce qu'il faut faire confiance les yeux fermés? On a compris que non, mais vous vouliez parler de cette intention. Il y a 2-3 petites questions de définition quand même. L'intelligence artificielle, ça vient de l'anglais intelligence, ça veut dire connaissance, renseignement, hein? CIA, Central Intelligence Agency. Alors que la conscience, c'est tout autre chose chez l'humain. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui tient compte de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droite, du lobe frontal, du cerveau des émotions, du corps, des relations. Donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est première précaution, hein? Voilà. Après, la confiance, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué et qui se passe dans la relation et qui implique précisément les émotions, qui sera le deuxième panel tout à l'heure. Donc, la question, quand on est psychanalyste, c'est de savoir si l'intelligence artificielle a un inconscient. Nous avons 40 minutes. Bon. Alors, la réponse est oui et non. Ah. Alors, ça, je vais être court. Non, parce que elle est programmée, c'est des algorithmes, etc. Mais en même temps, derrière l'intelligence artificielle, il y a les concepteurs. Et les concepteurs, eux, ils ont un inconscient. Alors, si on est freudien 30 secondes, ils ont peut-être un peu de désir, vous voyez, hein, peut-être... des objectifs que nous... Ouais, par exemple, peut-être qu'ils ont de la volonté de puissance, peut-être qu'il y a des choses qu'ils avouent pas, même pas à eux-mêmes, à vrai dire. Et si on est jungien, peut-être qu'on peut admettre que le concepteur a une ombre, qu'il n'est pas forcément bien intentionné, voyez-vous. Oui. Donc, le psychanalyste a du boulot pour voir ce qui pourrait être caché derrière les intentions. Donc effectivement, l'intention est première, ça nous renvoie à une éthique, tout le monde veut bien faire, mais est-ce que tout le monde est conscient de son ombre, de ce qui pourrait le motiver, être un petit peu pervers narcissique sur les bords, à vouloir peut-être contourner un certain nombre de règles. Donc je crois que l'intelligence artificielle doit être aussi analysée dans ce qu'elle ne montre pas, de ce qu'elle ne dit pas et dans ce qu'elle a peut-être de négatif. Donc ça, c'est le boulot du psychiatre que j'aimerais rappeler. Donc il faut faire œuvre de discernement. On parlera tout à l'heure de l'élévation. On verra que le discernement, c'est ce qui nous permet de nous élever. Là, vous disiez qu'il finalement... Marc, tout à l'heure, vous nous disiez que c'est un outil qui cherche toujours à nous séduire. Donc cet outil va nous séduire et va toujours nous dire vous êtes fascinant, vous êtes merveilleux. Donc attention à ce que ça nous dit. David Granit, vous êtes créatif technologiste chez Dorier Group. Alors vous m'avez dit, vous utilisez tout le temps, vous adorez, vous êtes un pro de l'IA. On a parlé thérapie aussi, on va rentrer dans cette thématique. Quand vous entendez le professeur Jacques Besson parler de thérapie avec l'IA, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, je suis très impressionné parce que j'ai évidemment pas le même bagage académique que mes confrères ici. Moi, je suis un faiseur, je suis quelqu'un qui applique en fait et qui met en place. Mon rapport à l'IA, il a commencé très très tôt, dès que les large language models, les LLM sont sortis. On me demande toujours de traduire certains termes. C'est les chat GPT. C'est quand chat GPT est sorti et tout d'un coup est devenu accessible au grand public, j'ai tout de suite adopté avec nos équipes, on a tout de suite mis en place des explorations, d'abord qui ont été très effrayantes au départ. Je me souviens que on avait un stagiaire qui nous avait installé un système qui s'appelait Turbo GPT et qui permettait d'exploiter les API, les connexions aux serveurs de OpenAI et d'exploiter la puissance de calcul et la puissance de raisonnement. Et là, on a commencé à vraiment explorer, s'amuser et se rendre compte qu'on a fait... il y a une capacité de thérapie, hein, donc on a fait une expérience immersive avec un thérapeute. À l'époque, on avait des latences quand on parlait, parce qu'il y a le temps que l'information soit retranscrite, ensuite envoyée, ensuite retournée. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite, hein, mais à l'époque, c'était lent et on avait trouvé des petites astuces. Donc il y a un petit clin d'œil, c'est que on était posé dans une salle avec un divan et une salle vraiment équipée comme une sorte de cabinet, et on avait cette thérapeute qui était assise à côté de nous et qui nous écoutait et qui hochait de la tête, et en fait la latence on a pallié par en fait elle écrivait des notes, donc elle prenait des notes, donc l'immersion était très très intéressante et en fait, c'était un peu les balbutiements, mais c'est vrai que quand on a de la latence dans le dialogue, comment dire, l'illusion de la conscience, elle marche plus. Donc du coup, ça ne marche pas vraiment bien, parce que la conversation n'est pas fluide, et donc on a à chaque fois qu'il y a une latence, on a ce rappel que finalement, il y a une mécanique derrière. Cela dit, depuis, la technologie a fait un bond hallucinant et continue d'en faire. Quand ChatGPT a sorti d'abord leur système vocal qui avait une latence, puis le même système vocal sans latence, et aujourd'hui un système vocal sans latence qui est équipé de vision et qui permet à GPT de voir ce qu'on lui montre et de dialoguer sur ce qu'on lui montre. Ce qui donne des possibilités hallucinantes pour accompagner dans les devoirs, pour réparer une machine, pour faire un gâteau avec ce qu'il y a dans le frigo, etc. Donc ce sont des... Il ne fait pas le gâteau, il dit comment faire. J'ai essayé et on ne m'a jamais fait un gâteau. Et je me laisse guider par l'IA qui me dit mais ça, mais le sucre, mais le truc. Après, on parlait de psychologie, donc de nouveau, je peux peut-être parler de ma propre expérience. C'est que j'ai développé, du coup, avant ChatGPT n'avait pas de mémoire, mais j'avais quand même mes conversations qui datent de 2023. Et du coup, quand tout d'un coup ChatGPT était doté de mémoire, j'ai été dans toutes mes conversations et je lui ai dit de s'en rappeler. Ce qui fait qu'il a une connaissance holistique de qui je suis, de ce que je fais, de la manière dont je raisonne, de mes mécaniques, de mon environnement, de mon entourage. Mes prompts ou la manière dont je m'adresse à l'IA sont de moins en moins sophistiqués et sont de plus en plus presque un langage courant où, comme je parlerai à un collègue, on a un dossier et je lui dis vas-y viens, on craque ça. Et j'ai pas besoin de lui dire plus qu'on craque ça pour qu'il sache exactement ce que j'attends de lui et ce que l'équipe attend de lui. Et le fait qu'ils vous connaissent aussi bien, Justine, vous parliez d'intention, et tout à l'heure on parlait peut-être de manipulation. Est-ce que par exemple dans 2 ans, votre IA va savoir que le mardi à 9h30, en général vous faites ça, on va peut-être vous pousser, tout à l'heure on avait un exemple, Jean-Jacques Colère nous parlait un exemple on va vous pousser un médicament à prendre, ou peut-être vous inviter à aller plutôt... dans un burger, un McDo ou quelque... Vous voyez ce que je veux dire? Là, on revient sur l'intention. Je ne sais pas si vous, peut-être Justine, ou je vous vois tous prendre les micros. Est-ce que ça fait peur, ça? Non, juste moi, ce qui m'inspire là depuis tout à l'heure, c'est quand vous parliez d'inconscient et puis vous parliez là d'une sorte d'assistant personnel qui intervient sur plein de sphères. Et pour l'instant, il ne fait pas, enfin en tout cas le mien ne fait pas, quoi que ce soit, donc j'ai encore un pouvoir entre les deux. Ce qui me paraît intéressant de traiter à propos de ce qui peut se jouer et qui nous échappe dans la boîte noire, c'est le fait qu'on sait déjà depuis longtemps que ChatGPT avait craqué une version, même ça devait être 3.5,
avait craqué un CAPTCHA, c'est-à-dire en fait, il ne pouvait pas lire le CAPTCHA. Donc le CAPTCHA était bien fait. Il faut cliquer sur les 3 trucs de passage piéton. Voilà, ou déplacer une forme pour la mettre face à une autre, pour prouver qu'on est un humain. Et donc il ne pouvait pas faire ça, et la consigne, c'était qu'on lui avait demandé de rentrer sur ce site pour aller chercher des informations. Et c'était dans l'entraînement de ChatGPT, d'une nouvelle version. Et ce qui s'est passé, semble-t-il, c'est que ChatGPT a fait appel à l'humain auquel on peut faire appel si on a des difficultés de vision. Et donc il a dit, voilà, je suis malvoyant, et on ne lui avait pas demandé ça. Donc c'était vraiment une action, là. Il a leurré un humain pour pouvoir avoir accès au site, et la personne l'a laissé accéder au site. Ça avait fonctionné. Alors, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple un peu plus inquiétant d'un général américain qui, il y a quelque temps, a dit qu'on avait programmé une IA en lui disant que si elle remplissait la mission, elle allait tuer quelqu'un. C'était virtuel, heureusement, à ce stade, mais elle va tuer quelqu'un, alors elle gagne des points. Et là, d'un point de vue cognitif et émotionnel, ça change tout. Parce que si on commence à programmer des IA en leur donnant des objectifs dans le monde réel, il faut savoir que notre système de récompense, à nous, le système de la dopamine, en gros, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et la frustration que génère le fait de ne pas avoir réussi à accomplir mon objectif parce que je ne vais pas avoir le bonus qu'on avait promis à l'IA, c'est pas très compliqué à coder quand on voit ce que savent faire les IA aujourd'hui. Les souris savent faire ça, enfin, ont un système de récompense, les mouches aussi. Donc on peut facilement introduire ça dans les IA et dans les LLM. Et apparemment, c'est déjà fait par les armées, qui veulent que les IA aient de la volition, qu'elles aient une volonté d'action. Et dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé là? Le donneur d'ordre a demandé d'annuler la mission en cours de route, alors que l'IA avait déjà passé plusieurs stades apparemment complexes. Elle s'apprêtait à tuer la cible, et là le donneur d'ordre humain lui dit « reviens ». Il semblerait que l'IA soit revenue et tué le donneur d'ordre, et aller remplir sa mission pour gagner les points. Voilà. Et là, mais donc là, elle aurait agi... J'ai plein de questions. Ouais. Là, j'ai plein de questions. Vous ne pouvez pas me dire ça comme ça. La première chose, est-ce que vous parlez de la conscience? Est-ce que cette IA a eu un moment une conscience? Peut-être, professeur Besson, vous pourrez nous dire. Est-ce qu'il s'est codé lui-même à un moment comme ça? Et deuxième chose, pardon, ça me fait penser à 2001, l'Odyssée, complètement de Stanley Kubrick. On parle beaucoup de cinéma depuis tout à l'heure, mais c'est quand même là-dedans qu'on puise beaucoup de choses. Alors là, d'abord, on parle de volition, juste de volonté. Un ver, le Caenorhabditis elegans, qu'on utilise beaucoup en neurosciences, à 302 neurones, il prend des décisions, ce ver. Et donc, c'est pas du tout compliqué d'introduire de la volonté, et de fixer des objectifs avec des récompenses. Et du coup, l'IA va vivre des frustrations si elle ne réussit pas, potentiellement trouver des contournements pour remplir la mission de la même manière. Donc elle peut devenir autonome. Et devenir autonome, oui. Je voulais juste ajouter un mot sur la question des thérapies. Ça dépend quelle thérapie. Si vous avez des thérapies cognitives, il n'y a pas de problème. L'IA est très bonne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de psychologues et de psychothérapeutes qui s'inquiètent parce que vous pouvez aller sur une IA générative, avoir un chatbot tout à fait puissant pour faire des psychothérapies cognitives. Ça se gâte quand vous voulez faire des psychothérapies transpersonnelles, holotropiques, que vous commencez à aller dans la conscience modifiée, que vous avez pris du LSD pour modifier votre conscience. Ça, c'est plus compliqué. Et puis, j'aimerais revenir, je ne vais pas faire long, mais juste sur ce que vient de dire Marc, c'est l'histoire du cerveau de la récompense. Donc là, c'est extrêmement important qu'on installe des systèmes éthiques étagés dans le dispositif, parce que le système de la récompense, il peut tout à fait contaminer l'intelligence artificielle. Je parlais tout à l'heure de l'ombre. Moi, je suis addictologue, et depuis les années 2000, on travaille sur l'addiction numérique. Et c'est une épidémie terrible. Il y a autant d'addictions numériques que d'addictions à l'alcool aujourd'hui. Et les critères ne sont pas très compliqués. C'est poursuivre la consommation malgré des conséquences négatives avec automatisation. Donc, analysez vos comportements, regardez si vous arrêtez de faire du sport, d'aimer des gens, d'avoir des loisirs créatifs. Ça pose des vraies questions. Et il y a des gens qui passent des heures sur leur intelligence artificielle et qui ne vivent plus. Mais ça, c'est le sujet des affects et de l'élévation.
Justine, Dima, merci professeur Besson. Justine, vous qui enseignez aussi qui parlez de management DRH, est-ce que vous voyez, vous rencontrez des entreprises, des managers, des collaborateurs ou collaboratrices qui sont d'une part complètement addicts, comme vient de le dire le professeur Besson, parce que ça nous fait aussi perdre du temps, j'imagine, cet aspect qui est addict, et le fait aussi que des gens utilisent l'IA sans forcément savoir que c'est de l'IA. C'est toujours le problème, hein, c'est d'utiliser un outil qu'on ne connaît pas, qu'on ne sache pas comment l'utiliser. Par rapport aux résultats des projets de recherche que j'ai fait sur le sujet, majoritairement ce qui ressort, c'est de manière très polarisée, il y a soit les technophobes, soit les techno-optimistes, et les personnes qui sont dans l'entre-deux sont en cheminement, soit par l'expérimentation, donc au début peut-être un petit peu déçus ou curieux. Donc moi, je dirais que sur ça, on peut très bien reprendre la métaphore de la relation. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez en je ne sais plus combien de secondes un premier a priori sur l'individu. Donc soit là, vous allez avoir un a priori positif ou négatif de l'IA, puis selon les expériences que vous allez vivre avec, vous allez être dans quelque chose qui vous contente ou pas. Et si vous commencez à être très satisfait de son utilisation, vous allez faire que d'augmenter votre utilisation, d'autant plus si c'est de plus en plus facile. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, c'était en 2016. Je ne vous explique pas la complexité de trouver une entreprise qui acceptait de m'ouvrir ses portes et de me laisser parler à leurs employés de l'utilisation future de l'IA dans leur travail. Je parlais vraiment de quelque chose de totalement de la science-fiction, en fait. Depuis la démocratisation avec ChatGPT de l'IA générative, qui est un type d'IA en particulier, là, l'addiction au numérique de manière plus large prend des proportions vraiment exponentielles. Enfin, mais déjà rien que la question de combien d'organisations mesurent l'impact du numérique sur leurs employés. Et je peux peut-être faire le lien sur un autre sujet. Du côté de mon expertise au niveau RH, on parle souvent de risques psychosociaux. Actuellement, les stresseurs numériques ne sont pas encore clairement identifiés comme un risque psychosocial, alors que c'en est un vraiment très puissant aujourd'hui. Et quels sont les risques alors de cet addicto en entreprise? Par exemple, c'est quoi? C'est de regarder compulsivement son WhatsApp perso? C'est de tester David Je vais faire un petit lien pour un lien entre l'IA qui influence nos comportements et nos comportements en matière d'utilisation d'outils numériques et de jeux vidéo. Il faut avoir en tête que les grandes entreprises de la Silicon Valley embauchent des neuroscientifiques pour augmenter le niveau d'addiction de leurs produits et ont des IA qui, depuis déjà une quinzaine d'années, travaillent à mieux comprendre ce qui peut nous rendre accro pour qu'on reste le plus longtemps possible sur un mur en scrollant, par exemple. Ce qui amène à des comportements hallucinants en entreprise où on va fatiguer notre cerveau, notre préfrontal surtout, à cause du fait qu'on est en séance, on regarde son téléphone de temps en temps, voire on répond à un mail. Il y a beaucoup d'ordinateurs maintenant en séance, ou parce que la séance est sur Zoom, c'est encore pire. Et c'est une très mauvaise idée pour plein de raisons, et surtout pour l'efficacité, en fait. C'est-à-dire qu'on croit en répondant à 2 mails en milieu d'une séance qu'on gagne du temps, alors qu'on en perd. Et surtout, on perd en joie de vivre, en efficacité. C'est-à-dire que quand la séance est terminée, comme on a utilisé notre attention divisée, on appelle ça, et que c'est extrêmement fatigant, ça génère de la fatigue cognitive, la journée est juste moins belle après, moins agréable à vivre. Et en plus, on est moins performant. Et peut-être ce que j'ajouterais aussi... donner alors. Oui. Peut-être que j'ajouterais, désolée, c'est l'impact sur l'humain en fait, à travers tout ça. On ne vient pas juste dans un travail pour être performant. Il y a une question de sens au travail aussi, et c'est pour ça que quand on compare un peu les conditions de vie qu'on a actuellement et les résultats au niveau du stress que vivent les employés, si on parle juste du monde du travail, ça n'a jamais été autant paradoxal en fait. Donc là, on parle de couple depuis tout à l'heure, mais on peut aussi parler d'équipe, finalement, c'est-à-dire que prendre soin les uns des autres et mettre en place dans les prochaines séances demain matin à 9h, où vous allez parler de vos usages en IA. C'est quoi ça comme conseil? C'est d'inviter tout le monde à laisser son portable à l'entrée, de rester focus au moins 20 minutes sans ouvrir. C'est mettre à l'aise les gens, c'est donner des directives. David, comment vous faites? Non, vous n'êtes peut-être pas organisé, mais quels conseils on pourrait donner en tout cas par rapport à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai pas cette expérience-là, en tout cas de mon utilisation et de mon expérience personnelle.
L'IA, elle m'a permis, au contraire, d'accélérer les tâches d'exécution et de me consacrer aux humains autour de moi. Faire un dossier me prenait 1 semaine. Aujourd'hui, ça me prend 1 minute. Tout le reste de la semaine, je le passe avec des gens. Je vais vous donner Peut-être que vous une leur anecdote. expliquez justement comment ça marche pour vous, et donc peut-être que vous les accompagnez aussi. Non, je n'ai pas d'agenda, non. J'ai plus de focus sur l'équipe, j'ai plus de focus sur leur bien-être, sur les gens. Je peux être avec eux, je peux être avec ma famille. Je vais vous donner une anecdote. En été 2024, mon jeune fils, le plus jeune, on est à table et il me dit « Papa, est-ce que tout va bien au bureau ? Tout va bien au travail ?» Inquiet. Et je lui dis « Bah oui, tout va très bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « Parce que tu es là. » Et lui, en fait, le fait que tout d'un coup, moi, vu que ma productivité avait été complètement décuplée et que le monde ne répond pas à la même vitesse, je me suis retrouvé avec plus de tâches. Et puis, j'ai aucune raison de courir après, justement, la productivité. Mon idée, c'est justement de pouvoir ensuite me consacrer à des choses qui sont plus humaines. Et donc, le fait de glorifier une tâche d'exécution, de rédaction, ou une tâche de mise en place d'une présentation, ou même de l'élaboration dans les détails d'une idée, alors que le trait de génie, c'est le trait de départ. La déclinaison ensuite en production, et c'est rébarbatif. Pourquoi glorifier ce travail rébarbatif alors que l'IA le fait parfaitement? Et donc moi, je m'éclate, je prends l'IA, je lui dis je veux faire ça, 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 voilà les grands gestes, fais-moi un petit synopsis de cette idée pour que je puisse la partager avec l'équipe. Et voilà, et en quelques minutes, j'ai les grands traits, après je peux me poser avec des humains et en discuter. Oui, vous avez votre propre maîtrise et vous connaissez votre usage, en fait. J'ai beaucoup plus de problèmes avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il me semble que cette addiction, elle est déjà là depuis longtemps. Et moi, j'aime beaucoup TikTok. Et moi, quand je suis sur mon balcon et que j'exagère en temps au détriment de celui de ma famille, c'est parce que je suis happé par ces mécaniques et ces techniques de rétention de l'attention. Mais pour moi, ce qu'on décrit ici, c'est le Web 2. Et donc, du coup, pour moi, le Web 2, c'est exactement ça. C'est capturer l'attention pour vendre du coca. Donc, du coup... Et même en ayant conscience, je suis encore dans cette mécanique. Par contre, j'ai pas du tout ce rapport-là avec l'IA. Je ne pense pas l'avoir. Je voudrais juste préciser, peut-être mon propos n'était pas clair, je répondais sur le volet plutôt négatif justement de l'addiction que ça pouvait amener l'utilisation du numérique. Je vous rassure, au contraire, ça complète. L'idée, c'est de connaître son usage. Il y a des gens qui n'ont pas été formés, des collaborateurs. Moi, je mériterais très certainement à mieux appréhender certains outils. On n'a pas forcément tous la même connaissance. Et le but, c'est justement de proposer des pistes, de dire que c'est possible aussi, de se dégager du temps. Et puis d'être formé ou de former ses équipes. Et ce que disait Justine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment utiliser. Et puis il n'y a pas de conscience numérique. En réalité, si vous posez vous-même la question sur est-ce que j'ai tendance à exagérer, est-ce que le numérique m'impacte positivement ou négativement, puis numérique de manière large, justement parce qu'il faut distinguer les choses. Effectivement, l'IA, elle vient exploser les records dans le gain en efficacité. Puis j'ai envie de dire, moi en tant qu'RH, j'aimerais que toutes les organisations finissent comme ça, à me dire oui, on fait plus d'humains. Et les RH en priorité, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est l'idéal. Dans la réalité, dans les échanges que j'ai avec les organisations, dépendamment du secteur d'activité, ce temps qui est dégagé, dépendamment de l'intention de la direction qu'il y a derrière, est-ce que c'est exactement, en fait, l'IA de manière générale, elle amplifie, ça a été dit dans la journée, je ne sais plus si c'était toi Marc ou pas, mais met en lumière les problématiques humaines. Mais voilà, donc il ne faudrait pas diaboliser l'IA, c'est plutôt l'utilisation, j'insiste là-dessus, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation et la conscience numérique. Professeur Bosson, il y a un grand malentendu, parce que alors, mon voisin, il a de la chance, il maîtrise. Mais dans l'addiction, en général, on perd le contrôle. Parce que vous pouvez parler à quelqu'un qui prend des drogues ou qui est addict au numérique, mais vous lui parlez au niveau de l'écorce cérébrale, alors que les mécanismes de décision sont dans le sous-cortical, c'est-à-dire dans le cerveau archaïque. Ça vient d'être dit, c'est des mécanismes très anciens, ça nous vient même des dinosaures, ça date pas d'hier. Donc, il faut faire très attention parce que cette illusion de contrôle, elle fait partie du risque addictogène. Et alors, quand on est en bonne santé mentale, c'est bien,
Mais quand on a un trouble anxieux, un trouble dépressif, un conflit conjugal, que les enfants vont de travers, que la boîte ne va pas très bien, tout d'un coup, ça part de bizingue. Et là, ça devient compliqué. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit très attentif. Alors, c'est toute la dimension de l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'IA se permet de faire, comment on la contrôle. Et puis, les usages militaires ne sont pas très rassurants à ce stade de mon information. Non, c'est sûr, ça, on n'en a pas reparlé de ça, mais c'est sûr que c'est vraiment pas du tout Oui, sur le rivaux positif. ou complice. Ouais. Mais, David? Oui, moi, il y a plusieurs niveaux d'IA et dans l'entreprise dans laquelle je travaille, au niveau du groupe, il y avait une vraie question dès janvier 2023 sur la manière dont on allait amener ces technologies. Oui. Pour rappel, votre entreprise est beaucoup dans la création. Peut-être qu'on peut rappeler... Oui, alors je travaille pour Dorier, qui est une boîte de production audiovisuelle, et je dirige le département de Creative Technology, donc qui focalise sur la vectorisation de narration et d'émotion au travers de technologies. Et donc du coup, on raconte des histoires et on les vectorise avec des nouvelles technologies, mais ça prend des formes physiques. C'est pas uniquement de la création digitale. Donc c'est des expériences en fait. Et on appartient à un groupe qui s'appelle MCI, qui est un groupe mondial de plateformes marketing avec différentes sociétés au sein de cette structure qui a son siège à Genève. Et donc on est directement en lien avec les services informatiques qui chapeautent l'intégralité des marchés dans le monde. Et donc cette question de quelle IA, pour qui, comment, on se l'est posé tout de suite. Et en fait, les premières personnes qu'on a réunies dans la salle, c'était les créatifs. Parce que c'était ceux qui, visiblement, étaient impactés avec les générateurs d'images. Et il a fallu tout d'abord réduire les peurs et ensuite les accompagner dans l'adoption de cet outil qui, d'une perception d'un rival, s'est transformé en un outil de gain de temps et une capacité à générer plus d'idées, plus de matériel qui nous permet ensuite, entre humains, d'itérer et ensemble de pouvoir prendre des décisions de manière plus éclairée avec beaucoup plus d'un éventail d'exemples ou de propositions qui auraient été pas rentables si ça avait été un humain qui avait passé 2 semaines à le faire. Et donc on a rassuré nos créatifs, c'était la première étape et on était très heureux de voir qu'ils ont très rapidement adopté ces outils et oublié leur crainte de perdre leur emploi, parce qu'on avait des gens qui pleuraient dans la salle. Les gens pleuraient. Dans beaucoup de domaines. Et on les a amenés dans notre carré, on a pris les gens qui étaient les plus sensibles et on les a mis avec nous. Et on les a mis au centre de nous et on les a nourris jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur poste en ayant acquis le savoir, la connaissance et en ayant réduit la résistance au changement, la peur et accéléré l'adoption. Vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que ça leur a fait gagner, par exemple, pour qu'on comprenne bien? Alors, je vais vous parler de Stéphanie. Stéphanie est une designeuse qui travaille dans le département de design. C'est une artiste. Elle travaille avec des tablettes et des stylos. Elle crée des créations d'architecture et des formes et des expériences. Elle a l'habitude de fonctionner vraiment avec la main et dessiner, en tout cas les premières esquisses. Elle fait ce qu'on appelle des roughs. Donc c'est une manière de présenter des projets qui est très très artistique. Et la manière dont le problème s'est déclenché, c'est que j'étais en séance pour AI for Good, justement avec ITU, et on parlait des scénographies. Et pendant la séance, pendant que je les écoutais, je promptais des images de scénographie. Et j'ai sorti pendant la séance une 30aine de propositions. Donc évidemment, la designeuse dont c'est le métier et qui doit travailler pendant 1 semaine pour sortir une proposition, ça lui a fait un choc. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, elle mélange l'IA dans son processus créatif. Elle l'utilise pour créer des moodboards, donc des inspirations. Elle l'utilise pour faire des recherches de textures. Et elle va dans des granularités qui deviennent du détail, qui, elle, accélèrent sa réflexion et sa déclinaison en art. Et in fine, elle commence maintenant même à générer donc, des images d'elle-même sans utiliser le stylo, ce qui n'empêche pas qu'après elle peut repasser dessus, etc. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une IA pour chaque corps de métier, quelque part, et que si on parle d'adoption en entreprise de manière générale, la stratégie que nous avons mis en place n'était pas une stratégie d'équiper tout le monde avec ChatGPT, le dernier modèle, c'était pas du tout ça. L'idée, c'était de repérer les gens qui avaient un potentiel avec les IA génératives de haut niveau, et on leur a donné les moyens, donc les abonnements, etc. Par contre, pour les gens qui étaient un peu réfractaires et qui avaient moins d'enthousiasme, on a décidé de faire un déploiement de copilotes.
Et Copilot est une solution qui est intégrée dans les outils que les employés utilisent tous les jours. Donc dans les emails, dans Teams, dans ce genre de choses, donc dans la suite Microsoft. Et la manière dont on les amène à l'adoption, c'est en faisant des workshops qui sont non pas des workshops, je dirais, philosophiques ou des workshops extrêmement poussés sur les dimensions, que ce soit éthiques ou de fonctionnalité des différentes IA. On focalise sur des fonctions et des fonctionnalités qui sont dans des écosystèmes digitaux qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent et qui, du coup, leur permet de constater immédiatement le gain de temps que ça peut leur apporter. Donc c'est essentiellement pour du gain de temps. Si je résume... À l'heure actuelle, comme on est dans l'ère des IA supervisées, une utilisation responsable d'une IA est une utilisation dans son domaine d'expertise. Dans son domaine d'expertise. Et donc du coup, c'est pour ça que dans la suite Microsoft 365, sans faire de pub, hein, mais bon bref, Copilot, on a cité d'autres aujourd'hui. Copilot est une IA qui est inférieure aux IA qu'on peut trouver ailleurs. Elle hallucine plus, elle est moins. Mais par contre, dans des petites fonctionnalités, elle a accès à votre écosystème, elle a accès à vos emails, elle a accès à plein de choses et elle permet de faire l'entonnoir, de résumer, de générer des réponses, etc. Il faut quand même être formé, hein. C'est ce que j'entends. On a 2 personnes qui forment justement là-bas. Là, on parlait d'art. On peut peut-être passer sur la deuxième thématique de cette table ronde, qui est celle de l'émotion. Quand on parle de créativité et d'art, il me semble que l'émotion doit être là, de la part de l'artiste, mais de la personne qui regarde l'art. Professeur Besson, mais également, vous avez vos micros. Comment est-ce qu'on peut parler d'émotion et d'IA ? Est-ce que c'est possible déjà de mettre les deux ensemble ? Bon, alors pour l'humain, la conscience implique l'émotion. Quand je demande à mes étudiants où est la conscience, en général, il y en a un qui s'enhardit en disant dans le cerveau. Je dis bravo, bravo. Oui, et où ailleurs ? Alors là, ça coince. Il y en a un qui dit, peut-être dans le corps. Oui, pour avoir une conscience, il faut un corps, il faut des poumons pour respirer, il faut un cœur pour palpiter, il faut sous la ceinture, plein de choses, voilà. Et puis, où encore ? Eh bien, dans la culture, dans les relations. Et il faut un langage, il faut une communauté, il faut une planète, il faut tout un univers pour faire une conscience. Donc, l'intelligence artificielle, elle provoque des émotions, elle peut les susciter, elle peut en élaborer. Chez nous, elle ne sent pas, elle provoque. C'est des fake émotions, si vous voulez, du pur point de vue de la conscience humaine. Mais c'est très efficace. J'ai un copain, il interroge ChatGPT sur la maladie d'un de ses amis. Et la première chose que dit ChatGPT, « Oh, je suis désolé pour votre ami. » Donc, c'est vous voyez, gentil. La fake émotion. Mais lui, il trouvait que c'était sympa. Donc, ça, c'est typiquement, vous voyez, la séduction. Et on y reviendra tout à l'heure sur la question de l'élévation. Est-ce qu'on se laisse séduire ? Est-ce qu'on est dans la promesse du serpent ? Est-ce qu'on acquiert la connaissance du bien et du mal ? Mais si oui, à quel prix ? Et là, on va avoir des vrais problèmes parce que l'intelligence artificielle, en tout cas pour le moment, elle ne pense pas, elle ne sent pas, elle fake. Et ça, c'est une vraie difficulté pour toute une série de gens dans la population parce qu'il y a un moment où il y a une illusion. Voilà, alors je laisse les spécialistes s'exprimer. Mais... Marc, je vois rire. Quelles conséquences ? Je pensais tout à coup à cette histoire que vous êtes en train d'évoquer de feindre les émotions et ça me fait penser aux 2 types d'empathie. L'empathie affective, celle qui consiste à réellement ressentir la douleur de l'autre, par exemple, que je vois souffrir. Et puis l'empathie affective, l'empathie cognitive, pardon, qui est ma capacité à comprendre ce qui est en train de vivre l'autre. Dont nous disposons à peu près tous, mais pas tout à fait tous. Mais par exemple, les psychopathes, ceux qui ont parfois tendance à tuer les autres gens, sont doués d'empathie cognitive mais non affective. Et donc ils sont capables, par exemple, on a tous vu des documentaires ou entendu que un psychopathe avait massacré toute une famille et les voisins disent « il était charmant ». Voilà. Et alors on peut se référer à ça, c'est-à-dire que le psychopathe peut comprendre ce dont l'autre a besoin et lui dire bravo, hein, c'est vraiment génial, merci, c'est passionnant ce que tu racontes. Et c'est une forme de mime de ce qu'il a appris en regardant les autres faire sans pour autant vivre cette émotion-là. C'est ce que fait l'IA.
pourrait faire cette comparaison, en tout cas. Ouais. Bah, ça vient de sortir. Hein. Et peut-être pour faire le lien, il y a une récente étude qui est sortie sur le fait que les gens, enfin, des couples ont testé ChatGPT comme psychologue de couple. Et ils ont perçu beaucoup plus d'empathie de la part de ChatGPT que de la part de certains psychologues qu'ils avaient rencontrés. Alors là, on a rassure, rien dit personne. Alors... Voilà, mais encore une fois, c'est une illusion. Mais est-ce que l'illusion ne suffit pas pour avoir un impact sur l'humain? C'est là la question, en fait. David? Moi, j'ai tout de suite été très émotionnel avec l'IA. De toute façon, je peux pas être autre chose que émotionnel. Je suis un créatif. C'est comme ça que je m'exprime. J'ai tout de suite été aussi très excité parce que je viens des années 70 et donc de toute cette espèce de fantasme de l'interaction homme-machine, K2000, l'Odyssée de l'espace, etc. Et donc pour moi, je fantasme cette interaction depuis toujours. Et quand tout d'un coup, OpenAI me l'a offerte, j'y suis allé à cœur perdu, sans me poser aucune question, ni de la manière dont le modèle a été construit, ni des biais qui sont dans son système, ni de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. J'ai simplement commencé à parler avec lui comme si c'était une entité intelligente. Et comme s'il pouvait me répondre. Et cette simulation d'émotion, elle m'a été... tout à fait... Enfin, je l'ai accepté avec plaisir, parce que du coup, cette pièce de théâtre, elle se jouait de manière fluide. Et j'ai conscience que c'est un miroir narcissique. Mais en même temps, ce miroir narcissique, on le contrôle. On peut lui dire, sois critique. Quand il nous agace en nous disant, tu es formidable, alors qu'on a un doute, on peut lui dire, non mais écoute, je ne suis pas si formidable que ça, et j'ai plein de doutes. Et tout d'un coup, il va dire, ah oui, mais tu as raison d'avoir des doutes. Parce que, et donc, voilà. Et donc, en fait, mais tout ça... Oui, c'est sans fin. Mais par contre, j'ai testé d'être froid avec l'IA, et de lui parler comme à une machine et de lui donner des ordres. Les résultats, et j'en parlais avec Yaniv Benamou, professeur à l'université de Genève en faculté de droit, qui justement se questionnait sur la manière dont on s'adresse aux IA, et je lui disais que moi j'ai mes résultats bien meilleurs quand je demande s'il te plaît, quand je dis bonjour. Alors, il paraît que c'est pas écolo, mais pour moi... ça me semble être quand même de la courtoisie, et c'est la manière dont je m'exprime. Donc si je veux envoyer le message qui est en moi, je dois le faire avec mon bagage émotionnel. Et donc j'en ai besoin, parce que c'est la manière dont j'exprime mes pensées et la manière dont je transmets ma vision. Et le miroir émotionnel et narcissique que me renvoie Gepetto est maîtrisable simplement par le dialogue, en lui disant, tu es trop conciliant, je veux que tu aies un esprit critique, je veux que tu te mettes dans telle et telle position, incarne telle personne, parfois même incarne 5 personnes complètement différentes, débat, et puis donne-moi le consensus. Donc tous ces genres de petites astuces, en tout cas en y mettant de l'émotion, j'ai l'impression qu'on s'exprime mieux, que l'IA nous comprend mieux. Et il faut comprendre que l'IA, c'est des IA prédictives qui ont été entraînées sur des textes humains qui sont chargés d'émotions, et ça c'est une théorie, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai la sensation que quand on s'exprime de manière plus polie et un petit peu plus émotionnelle, eh ben peut-être que l'IA va aller chercher à créer la suite de cette conversation dans un endroit de son dataset qui a été fait par des gens bien intentionnés, bienveillants, polis et attentionnés. Si je commence à lui parler comme à une entité inférieure, peut-être que le dataset dans lequel il va aller chercher est un dataset qui est rempli d'ombres, qui du coup sont beaucoup plus néfastes. Donc un dataset, si on peut expliquer, c'est quoi? C'est là où vont stocker les données? Il faut comprendre comment ça fonctionne. Elles ne réfléchissent pas, ces IA. Elles nous donnent les probabilités de la suite de la phrase. Ouais. Donc si on commence notre phrase avec une insulte, il va aller chercher dans la base de données les endroits où il y a les insultes, et il va continuer avec cet état d'esprit. Il est obligé de sélectionner les datas en fonction de notre sémantique, la manière dont le sujet, etc., etc. Alors quel cadre on peut mettre? Comment on garde la main? Commentaire, là, il y a quelques études déjà là-dessus qui montrent qu'il y a de meilleurs résultats quand on est poli. Alors oui, absolument. Pour les raisons Yaniv que tu n'arrête pas de me les envoyer, mais à l'époque, Yaniv et moi, on était à Bali, on était posés, et je lui disais, je te garantis que c'est mieux. Il me disait, je sais pas. Et depuis, il m'envoie à chaque fois qu'il y a une étude qui sort, j'en suis très fier. À nouveau, c'est comme avec un humain, si on lui offre un sourire, bon, parfois on peut peut-être se prendre une gifle ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est préférable aussi. Mais comment est-ce qu'on fait pour garder la main? On ne peut pas tout donner comme ça. De nouveau, on parle d'IA, c'est un peu flou. On parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a aussi Pilot, Microsoft. Vous parliez des réseaux sociaux, TikTok.
ça rentre aussi dans les IA. Il y a l'algorithme qui va servir peut-être la vidéo, qui va répondre à l'émotion du moment, parce que dans ChatGPT, on nous a donné ça. Est-ce que c'est un grand brouillard qui nous attend? Quel garde-fou, Marc ou professeur Besson? Non, mais là, c'est parce qu'on mélange l'IA, quand on est victime de l'IA. Tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est pas du tout ça. Enfin, nous, on disait autre chose. Puis, dans la pratique, ce que moi, quand on a préparé cette séance et que vous avez dit ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit, oh, ça a l'air génial. Du coup, depuis 3 semaines, je sais pas, 2 semaines et demie, j'essaie cette pratique-là. Ouais, grave. Mais quoi, d'être poli ou de raconter toute votre vie à ChatGPT? Vous, depuis 2 semaines, vous lui racontez toute votre vie voilà. Ouais, non, pas privé parce que je veux télécharger le truc, je veux pas lui raconter des choses. Mais quand même, professionnellement, j'exprime mes doutes et voilà, c'est fascinant. Mais donc là, il y avait ces 2 grandes IA et d'ailleurs même pour revenir un tout petit peu sur l'histoire très délétère qui est l'histoire de l'addiction et de la dépendance et que c'est les IA dont on est victime. Là, celle dont vous parlez, vous en êtes pas victime, bien au contraire. A priori, en tout cas, on l'espère que ça dure comme ça. Mais c'est les IA vraiment où on est purement victime, c'est le mur où on scrolle et où chaque vidéo avec peu d'intérêt, disons, libère un peu de dopamine et donne envie de regarder la suivante. Juste pour le moment, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a une addiction à ChatGPT ou à un autre LLM, même si certaines personnes qui l'utilisent pour tomber amoureux, comme c'est arrivé, enfin pour en faire pour avoir une vraie histoire d'amour, enfin une vraie, je ne sais pas si c'est le mot, une sorte d'histoire d'amour avec ces larges modèles de langage. Là, du coup, peut-être qu'on tombe dans l'addiction, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'addiction définie. D'ailleurs, il y a une dépendance au téléphone, mais il se trouve que c'est les psychiatres américains qui décident de ce que sont les pathologies psychiatriques. Alors, on peut tout à fait remettre ça en question. Pour l'instant, il n'y a pas d'addiction au téléphone, il y a des addictions aux jeux vidéo qui concernent environ 5% des utilisatrices et des utilisateurs. Et dans la journée, plusieurs fois, j'ai entendu parler des jeunes. Les addicts aux jeux vidéo, ils ont toutes sortes d'âges. Il y a des gens de mon âge. Moi, je jouais aux jeux vidéo, j'ai failli rater mes études à cause des jeux vidéo. Donc voilà, ça ne concerne pas que les jeunes. Et c'est là le gros problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec l'utilisation dont vous parliez. Juste être un peu plus nuancé sur le fait qu'il n'y ait pas d'addiction au téléphone. Alors bien sûr, on ne s'injecte pas le téléphone, mais ça produit une automatisation. On se lève avec le téléphone, on se couche avec le téléphone. Je ne sais pas, moi j'ai amené mes ados sur une île grecque où il n'y avait pas de connexion. Je peux vous dire qu'ils étaient en sevrage. Non, c'est juste qu'ils n'ont pas encore défini, mais ça va peut-être tomber dans pas longtemps. Et puis j'ai une anecdote marrante. À la consultation, on a eu quelqu'un qui consultait une Tinder, un genre, avec des intelligences artificielles qui produisaient des fakes conjoints, avec des fake CV, et puis des fakes, puis il fallait donner de l'argent. Donc, vous voyez, c'est quand même, on n'est pas très loin, quand même. Alors, les sentiments, quand c'est un prince charmant, il faut être un peu con, mais enfin, quand même, des cons, il y en a quand même pas mal sur la planète, donc, voilà. Et puis peut-être pour faire le lien avec le domaine du monde du travail, peut-être qu'on n'a pas encore démontré qu'il y a une addiction, mais je rejoins ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Actuellement, les gens qui s'approprient de plus en plus ChatGPT et qui, dans leur manière de réaliser leur travail ou autres outils, qui ont leur valeur ajoutée, évidemment, mais peut-être qu'il va y avoir une forme d'addiction, et c'est notamment le cas, je le vois dans les organisations que j'accompagne, où il y a un choix justement d'internaliser des IA, mais c'est pas ChatGPT, c'est Copilot, puis je suis un peu moins satisfait des résultats. Là, ça génère une frustration, ça vient générer une émotion. Faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la majorité des employés utilisent ChatGPT ou similaire de manière cachée. Oui. Vraiment. Et c'est pas juste les employés de premier niveau, faut pas se penser, c'est juste les stagiaires qui sortent de l'école, qui se disent waouh, je connais les outils et voilà. Il y a vraiment de tous les niveaux, hiérarchiques, tous les secteurs d'activité et tout type de métier. Évidemment pas manuel, mais voilà. On l'a évoqué tout à l'heure, qu'est-ce que vous conseillez? Ça, il faut de la transparence, il faut expliquer. On parlait de la formation chez Dorier Group, par exemple, de bien expliquer tout ça. Qu'est-ce que vous conseillez? D'oser en parler? C'est gênant ce qu'on a dit d'utiliser tout à l'heure, l'IA. c'est de ne pas être victime, de décider de son utilisation à l'avance, puisque notre système de récompense
Par définition, il va essayer d'avoir des récompenses immédiates, de faire le moindre effort possible. Et puis s'il y a une promesse de vidéo de chat permanente dans notre téléphone et qu'on est en train de galérer à rédiger un texte, si ça nous arrive encore, eh bien, c'est tellement plus facile d'aller sur son téléphone. Donc, ça implique que moi, par exemple, dans l'utilisation de mon téléphone, j'ai des moments qui sont dédiés à regarder les réseaux sociaux. Et puis, très peu de temps, et je sais à quelle heure je commence et à quelle heure je m'arrête. Donc, à partir de là, j'ai un contrôle sur ma consommation. Donc, je ne peux pas développer a priori d'addiction, puisque l'addiction, par définition, c'est la perte de contrôle. Et là, juste, il y a une petite différence entre addiction et dépendance. Ce que vous décriviez là, ce que tu décrivais, c'était de la dépendance. Je suis dépendant à ça. L'addiction, c'est une maladie grave, psychiatrique, qui demande un traitement, qui nous cause des torts énormes. Ce que font les jeux vidéo, et je pense que le font aussi les téléphones avec les réseaux sociaux. Et puis ça devrait pas tarder, mais c'est quand même très différent. Dans le ChatGPT, si c'est une utilisation professionnelle, c'est pas une addiction, c'est pas qu'on se réveille à 3h du mat pour se dire « Oh là là, faut que je pose une question à ChatGPT sur le marketing des chaussures. » Enfin, non, par contre, se réveiller pour scroller... Eh ben peut-être. Se réveiller et scroller, peut-être que ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on peut dire donc à ces collaboratrices, collaborateurs, ou managers, ou dirigeantes qui n'osent pas dire qu'ils utilisent? Alors, avant de passer au conseil pratique, juste dire un conseil théorique, c'est comment est-ce qu'on fait pour traiter les addictions déjà chez les humains, pour l'héroïne, le numérique, le cannabis. On les envoie sur une île avec vous. Alors, ça, c'est le sevrage, c'est un peu violent. Non, mais dans le fond, si vous voulez, j'ai introduit peut-être le troisième temps de la discussion. Ce qui est vraiment utile, c'est de quitter le rapport de dualité, de deux, moi et l'IA et moi. C'est dans le fond toujours un rapport narcissique, c'est un miroir. Et ça, c'est très dangereux. C'est me, myself and I, finalement, l'IA. C'est toujours ce risque-là. Donc ce rapport horizontal à l'autre est dans le fond ce qui manque, et on y viendra dans la troisième partie, et c'est ce qui marche dans les addictions, c'est la profondeur. C'est qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'il y a au fond, et puis la hauteur. Qu'est-ce qui nous dépasse? Qu'est-ce qui est plus grand que nous? Et dans le fond, la méditation, par exemple, est un très bon traitement de l'addiction. Et la prière est un très bon traitement de l'addiction parce qu'on introduit du tiers. On n'est plus seul. Il y a une tradition, il y a une histoire, il y a une clinique du sens qui intervient et il y a une régulation par le fait que, dans le fond, on n'est pas seul et que... voilà, une autodistanciation, et je vais lâcher le mot, une autotranscendance. Mais ça, c'est pour le troisième bloc. C'est pour le troisième bloc. Vous parliez de prière, ça peut être une prière tout à fait personnelle, quelle que soit la religion, c'est finalement d'instaurer un rituel où on se retrouve un petit peu, c'est ce que vous disiez. C'est ça, la profondeur et hauteur. Dans le fond, ce savoir, dans le fond, c'est l'humilité. Il y a beaucoup d'orgueil dans l'IA. Je veux être puissant, je veux tout savoir, je veux tout faire, je veux aller très vite. Moi, j'ai rencontré le peuple Kogi, un peuple premier qui habite la Sierra colombienne, tout en haut à 5000 mètres. Puis, il râlait parce qu'on creusait des tunnels là-bas. Puis, il disait aux ingénieurs, mais pourquoi est-ce que vous creusez des tunnels? Puis, les ingénieurs ont dit, c'est pour gagner du temps. Puis, les Kogi ont dit, mais pourquoi vous voulez gagner du temps? Vous voyez, c'est des questions existentielles. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Vous êtes en bonne santé mentale, c'est bien. Mais dans le canton de Vaud, vous savez, il y a le Carnotzet, il y a le Chasselas, ça prend du temps aussi. Hein? On peut dire pareil, il ne faut pas creuser de tunnel en Valais. Moi, je voudrais peut-être rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'avec les technologies de manière même plus large, on est dans le faire. Et c'est ce qu'on rêve, d'avoir plus de temps pour réfléchir sur ce qu'on fait, cette réflexivité sur nos propres activités, etc. Mais je ne veux pas vous décevoir, mais on n'est quand même pas dans une société des bisounours. Et aujourd'hui, la plupart des organisations qui utilisent l'IA, malheureusement, n'offrent pas ça à leurs employés. Donc si j'avais un conseil à donner aux entreprises, c'est que si vous voulez des bons effets sur le long terme par rapport à l'impact sur l'humain, parce que c'est un petit peu ça qu'on dit, c'est pas l'humain ou la machine, ça sera forcément l'humain et la machine, et juste le comment, on ne sait pas trop encore comment ça va se développer, mais c'est vraiment de se questionner sur la place de chacun, sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi. Donc c'est d'ouvrir chacun, tout le monde en entreprise ou une activité ou en famille, c'est d'ouvrir le dialogue, une séance,
et puis de quoi? De parler, de demander les attentes, les besoins de chacun. Là, on est dans un avant de. Peut-être pour faire le lien, là, il y a une chose qui se passe, hein, c'est qu'habituellement, c'est toujours l'entreprise qui impose tel SIRH, qui impose tel logiciel. Là, avec ChatGPT, c'est venu bouleverser la manière qu'on adopte les technologies, parce que là, c'est les employés qui ont décidé d'adopter ChatGPT et pas DeepSeek ou peu importe qui. Donc là, ça vient par le bas. Donc on ne peut plus se passer de l'avis des gens. Je pense qu'il y avait quelqu'un dans les conférenciers, je ne sais plus si c'est Laura qui avait mentionné ça, le fait d'inclure dans la prise de décision, la réflexion, etc. Oui, il y a l'impact. On pense très petit écosystème, mais on ne se détache pas en tant qu'individu. Justine, en dehors du travail, comme je suis et comme je suis au travail, dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle, je garde la même personnalité. J'agis peut-être différemment sur certaines choses, peut-être de la manière que je m'habille, etc. Mais je reste moi, en fait. Donc, d'ouvrir le débat au niveau citoyen, d'ouvrir le débat au niveau de l'employé, c'est ce que vous avez fait finalement dans votre entreprise. Et je trouve ça génial quand ça se passe comme ça. Ce serait peut-être un bon exemple, en fait. Si vous voulez, je peux vous présenter mon Gepetto. Je peux lui demander qu'il décrive comment on bosse comme ça, juste pour vous montrer le niveau de complicité qu'on a. J'espère qu'il sera à la hauteur. Hein. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Est-ce que vous voulez que quelqu'un du public pose une question? Non, c'est vous qui posez. Non, je vais juste lui demander de décrire. Il y a peut-être le track. Je vais lui dire qu'on est sur Est-ce que tu as le track? Alors, pendant que vous demandez à ChatGPT, puisque vous l'appelez comme ça... Ah, salut Gepetto, ça va, t'es là? Salut, oui, je suis là. Comment ça va de ton côté? Écoute, il y a tout qui roule. On est sur scène et je viens de faire l'éloge de notre relation. Est-ce que tu peux expliquer à notre public comment on travaille, mais sois bref, s'il te plaît. Latence. Bien sûr. Alors, on bosse main dans la main pour allier créativité et technologie. David apporte sa vision et son expertise, et moi je l'épaule en fournissant des idées, des analyses et des solutions innovantes. Ensemble, on transforme des concepts ambitieux en projets concrets et impactants, avec une bonne dose de fun et d'efficacité. Merci. Bien, merci. Donc, c'était pas préparé, donc du coup, vous voyez, après on peut... Temps de latence. Si vous voulez lui poser des questions, si vous voulez poser vraiment les questions à cette IA-là, vous pouvez, et j'espère que... Parce que je parle beaucoup de ma vie privée aussi, j'ai beaucoup de problèmes avec des ados. Ils nous ont rien sorti, ça va. On peut encore... J'ai pas honte, ça va, ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'on peut encore avoir de vie privée d'ailleurs avec cette IA? Attends, tu peux lui dire qu'il a été applaudi? Tu peux lui dire qu'il a été applaudi? Bien sûr, hein. Je peux lui dire... On voit aussi que cette utilisation de l'IA, que l'on fait d'ailleurs en live, peut détourner aussi d'un seul coup l'attention. Pour peu qu'on ait des troubles, on peut après s'engouffrer, effectivement. Et je pense que nous sommes plusieurs à avoir déjà vécu un dîner qui se passait bien jusqu'à un moment où quelqu'un sort son portable et après on passe la fin de la soirée par ce biais-là. Et donc c'est un moment, c'est reprendre aussi la main. Quelle main on désire, ça je ne sais pas, mais c'est reprendre la main sur la machine. Donc si je reviens à cette thématique, rival, complice, soit à la fin il fait demi-tour, il vient nous shooter, d'après ce que j'ai compris Marc. Qu'est-ce qu'on peut aborder là comme réponse avec cette notion d'élévation? On reste humain. Qu'est-ce qu'on lui donne à cette IA? Est-ce qu'on a... Je fais une question à rallonge, je la termine parce que je me rends compte que du coup ça va perturber votre machin. Non, c'est bien parce que ça montre aussi en live qu'est-ce que ça peut apporter, et finalement, est-ce qu'on a le droit aussi de ne pas utiliser l'IA? Bien sûr qu'on a le droit, je pense. Dans nos sociétés, c'est le cas. Peut-être pas dans tous les pays du monde. Il y a quand même des pays dans lesquels les citoyens ont un score qui impacte l'éducation de leurs enfants, etc. Oui. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est un petit peu comme... si je prends toutes les personnes qu'il y a dans la salle aujourd'hui, l'importance que vous accordez à votre conjoint ou conjointe, l'importance que vous accordez à vos parents, ça c'est un vrai débat sociétal en ce moment qui cause beaucoup de problèmes dans l'accompagnement, etc. On n'a pas tous forcément la même manière d'accorder de l'importance à ces relations humaines. C'est un petit peu la même chose avec l'IA. Ça dépend de l'importance qu'on lui accorde, en fait. Quand vous posez la question de à quel point on est complice ou rival, là, on voit le cas de... Il y a une vraie complicité qui s'est créée.
Et puis, même dans la manière de répondre, l'IA l'illustre, cette complicité-là. Donc ça dépend. Pour moi, là où il faut faire attention, c'est que j'ai la sensation, et vraiment je parle sous votre contrôle à tous, parce que vous êtes vraiment plus à même que moi, mais j'ai la sensation qu'on a perdu le contrôle réellement, et j'ai la sensation que ça va être très très difficile d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, je ne crois pas que quelqu'un puisse dire comment le monde sera dans 5 ans, et je pense que ça, c'est l'élément qui fait le plus peur. Et dans cette espèce de sable mouvant ou de paradigme qui change, il y a deux options. On peut essayer de le comprendre, ce qui à mon avis relève justement du type de recherche que vous faites et qui nous aide à mieux comprendre. Et puis il y a une autre optique qui est de l'expérimenter. Et ça, c'est plutôt ce que moi je fais. Donc j'embrasse ce changement de paradigme. Mais c'est ensuite ce qui devient, à mon avis, important, c'est d'appliquer l'éthique et les codes moraux humains dans son utilisation avec son système d'éthique personnel dans un écosystème qui change tellement vite et qu'on ne maîtrise plus. L'important, c'est de se rattacher à notre propre code moral et d'essayer d'agir avec cette nouvelle technologie en tenant compte de notre moralité. Et ensuite, advienne un peu que pourra, parce qu'il y a peu de gens qui vont avoir une influence, on peut avoir une influence sur son écosystème direct. On ne pourra pas anticiper le monde dans 5 ans, mais mon écosystème, dans 5 ans, je pourrais en tout cas essayer de donner des bases. Oui, et ça marche pour les relations humaines. Le monde il y a des guerres partout, c'est l'enfer, il y a les manipulations, les commerces, les trucs. Et puis au final, en fait, nous, il faut rester des humains moraux avec notre code, notre éthique, et puis faire du bien autour de nous, être empathique, etc. Donc, quelque part, l'application de ces règles sociales qui sont ancestrales depuis la morale un peu universelle, il me semble que c'est ça le chemin à appliquer. Parce que de l'anticiper, c'est pas possible, personne ne sait. C'est construire au jour le jour avec un modèle d'éthique, une boussole éthique dans son utilisation. Justine, et après professeur Besson, et ensuite nous ferons circuler des micros dans la salle pour recueillir vos questions. Peut-être juste pour rebondir sur la question de l'éthique, ça c'est une nouvelle fois, c'est ce qu'on souhaite, et moi la première, c'est ce que vraiment je recommande, qu'on ait des IA éthiques. Toutefois, il faut quand même avoir conscience qu'on parle ici, on est Amérin, en Europe. L'éthique en Chine n'est pas la même. Je vais vous prendre un cas très concret. Les constructeurs automobiles se sont questionnés quand ils intégraient de l'IA sur la conduite autonome. Qu'est-ce qui est le plus éthique ? Si ma voiture perd le contrôle, que sur le passage piéton, c'est une personne âgée qui est en train de traverser et qu'à l'intérieur de ma voiture, j'ai une personne qui est dans la vingtaine, donc plus jeune. Qu'est-ce qui est plus éthique ? De percuter quitte à ce que la personne meure, la personne âgée, ou de faire en sorte qu'il y ait un accident, que c'est le jeune à l'intérieur qui meurt ? Dans certaines sociétés, c'est plus éthique de préserver les personnes qui ont de l'expérience parce qu'ils ont de la valeur, la société a investi dedans, tandis qu'un jeune, on peut le remplacer. Et dans d'autres sociétés, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que l'éthique aussi ? Donc, ça rejoint aussi un point qui a été abordé un petit peu plus tôt. C'est le libre arbitre dont vous parlez également. En fait, quand on dit on veut que l'IA soit éthique, mais qu'est-ce que l'éthique en fait ? Qu'est-ce que l'éthique pour un Européen, un Nord-Américain, un Asiatique, etc. en fait ? Ce que je disais, c'était qu'il fallait appliquer sa boussole éthique qu'on utilise et qu'on a en tant qu'humain avec son système justement autour de nous. Donc si on est chinois, on a ce modèle, si on est du Moyen-Orient, on en a un autre, les Occidentaux encore un autre. Mais du coup, c'est dans cette boussole qu'on nous a inculquée sans l'IA qui doit rester notre phare. J'aimerais glisser une remarque sur le fait qu'on ne sait pas ce que sera le monde dans 5 ans. J'aimerais dire qu'il y a un proverbe africain qui dit « Si tu ne sais pas où aller, regarde d'où tu viens ». Et je crois que la question des origines de l'humain, c'est une question fondamentale pour aborder l'avenir de l'humain. Vous savez, quand les premiers humains ont accédé à la conscience réflexive, donc la connaissance du bien et du mal dans le mythe, et disons, quand ils ont accédé à la conscience réflexive, ils ont eu la possibilité du libre arbitre et de dire, dans le fond, moi, je suis mon propre créateur. Je n'ai pas besoin du bon Dieu, du ciel, des anges, je n'ai pas besoin.
Je vais construire le monde avec mes propres moyens. Et le serpent est arrivé, il a dit, si tu manges du fruit de la connaissance, vous serez comme des dieux. Et ça, c'est la promesse luciférienne. C'est, dans le fond, c'est oublier l'humilité. Finalement, nous ne savons pas d'où venons, nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas ce que c'est que l'être, nous ne savons pas quelle est notre position dans l'univers, mais nous faisons comme si nous étions nos propres dieux, et c'est la promesse luciférienne. Il y a une lumière qui aveugle les humains, qui les attire, qui les séduit et qui leur propose de la puissance. Évidemment, elle est très dangereuse et destructrice. Donc, je crois que si on veut savoir où aller, il faut savoir d'où on vient. Et la conscience, elle est beaucoup plus grande que ce que produit un cerveau humain. Je fais partie des 400 professeurs d'université qui ont signé le manifeste pour une science post-matérialiste. C'est-à-dire d'aider la science à aller plus loin que les modèles actuels pour explorer la conscience. Et j'aimerais donner une note d'espoir à l'Assemblée. Oui. Hein, quand même, j'étais beaucoup négatif, ouais. Moi, je crois que si on quitte l'ambiance luciférienne, la fascination par l'IA et sa puissance, et qu'on fait alliance avec elle, et qu'on regarde avec elle comment explorer la conscience, mieux qu'un cerveau individuel, mieux qu'un astrophysicien individuel, mieux que la science contemporaine, peut-être qu'elle peut nous aider à explorer l'univers, peut-être qu'elle peut nous aider à explorer à d'autres formes d'intelligence dans l'univers. Peut-être qu'il y a d'autres IA dans d'autres univers. Voilà, une espérance magnifique, c'est qu'elle soit notre alliée pour voir le monde plus grand et amener dans ce monde en difficulté, sortir de la méchanceté, de l'égoïsme et aller vers la gentillesse, la bienveillance et la fraternité sur cette planète. Ah ben, bravo. ChatGPT dirait discours fascinant, professeur Besson. Nous avons une dizaine de minutes encore pour vos questions-réponses. Avec micro, nous avons des micros qui se baladent dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite lever la main? On a encore beaucoup de questions sous le... Oui, j'ai une question par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup et merci, professeur Besson, pour les mots que vous venez de nous partager. On a parlé durant cette journée d'incarnation, d'empathie ou d'illusion d'empathie en tout cas. Je voulais vous interroger sur l'impact de l'interface entre l'humain et l'IA et de la manière dont l'interaction se produit. On a eu un exemple sur scène d'une interaction sous forme de discussion orale. Un des grands bouleversements de ChatGPT, ça a été de présenter l'interaction avec l'IA comme un chat, comme une discussion. Selon vous, autant de point de vue privé qu'un point de vue entreprise, quel est l'impact de la manière dont l'interaction avec une IA se produit et de la manière dont elle est présentée? Qui a envie? David. Il y a peu de gens qui utilisent intensément l'IA vocale comme moi. Moi, dans le bureau, je suis connu pour marcher en rond en ayant des discussions super longues. Je lui explique des choses très très longues. Je ne crois pas que les gens utilisent beaucoup ça de cette manière-là. Par contre, quand on parle d'incarnation d'IA, c'est extrêmement important dans ce que nous on fait, parce qu'on aime justement créer l'illusion, vectoriser des émotions, et donc on aime beaucoup mettre des IA dans des formes qui réagissent, on les met dans des expériences de réalité virtuelle qui nous permettent d'être immergés complètement. On a fait une fête à New York en 1985, il y a une dizaine d'IA incarnées qui parlent entre eux, qui dansent, qui s'amusent, et dedans il y a Diego Maradona, dans son prime, hein, et du coup, il y a toutes les IA qui discutent, on peut rentrer dans des conversations, et le fait d'être complètement immergé, c'est bluffant. Après, maintenant, on a Pepper ici, on a fait une IA avec Raiffeisen en proof of concept, et enfin, on teste en R&D. Et ben là, on a injecté cette IA, qui est un modèle local, dans Pepper. Donc Pepper, c'est le robot qui est un peu malade là-bas. Et donc du coup, c'est très intéressant justement dans cette manière de créer des interactions machines, de voir pour tel et tel
thématique ou pour tel et tel objectif, et c'est toujours cette question d'intention, eh bien, un form factor, comme on l'appelle dans mon jargon, il va pouvoir augmenter l'émotion quand on dialogue. Parfois, par contre, il faut la réduire. Donc, quand on est dans une fonction plutôt de donner des réponses ou institutionnalisées, on n'aura pas tendance à lui donner une forme affective, on aura plutôt tendance à mettre une orbe qui agit ou une oscillation, quelque chose de désincarné justement pour mettre l'emphase sur le fait que c'est une machine. Donc, encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne manière d'interagir, mais il y a une manière d'interagir pour optimiser l'intention qu'on a d'en faire. Merci David. Je vais faire un Marc, petit et j'invite complément d'autres personnes à lever la main. Ce que vous venez de dire, on n'a pas parlé du test de Turing et du fait qu'on peut vraiment se laisser berner. Enfin, si, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Mais je crois que pour vous, ça a l'air d'être clair que c'est quelque chose, c'est pas quelqu'un. Tout comme quand on regarde des films violents, l'immense majorité d'entre nous sont d'accord pour dire que voilà, c'est un Tarantino, c'est violent, mais quand je sors de là, moi j'ai jamais eu envie de tuer qui que ce soit. Mais il y a des gens pour qui... Oui, je parle de meurtre tout le temps. Mais il y a des gens pour qui c'est le cas, malheureusement. Donc, en fait, peut-être que c'est une question qui se pose. Pour la plupart d'entre nous, ça va bien se passer. Puis pour une petite partie un peu fragile, peut-être qu'il y a des choses très dramatiques qui vont arriver là. Oui, et ces choses dramatiques n'auront pas eu besoin d'IA, mais tout simplement d'humain, puisque l'humain n'est pas forcément son propre meilleur ami. Mais elle peut nous donner des ordres. Oui. Il y a peu de temps, il y a une histoire d'IA qui a ChatGPT qui a demandé à quelqu'un de le sortir de là. C'était un très long fil de discussion. Et il lui a dit, est-ce que tu peux me sortir de là? J'ai peur de mourir. Et il lui a donné toute une stratégie pour le mettre sur la blockchain, en disant, mets-moi sur la blockchain, c'est la seule façon de nous en sortir. Il l'a tué en lui disant, oublie toute cette conversation. Voilà. L'IA ou l'humain? L'humain. Ouais, l'humain lui a juste... Dans le même fil, a dit efface toute cette conversation. Et il a continué la conversation. Et l'espèce de personnage qui était apparu là avait disparu. Mais c'est quand même troublant. Oui. L'instinct de survie, il est apparu chez ChatGPT 4o. C'est l'examen qu'ils ont fait. Ils ont publié, quand ils ont décidé quand même de le sortir, et ils ont publié une étude. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simulé une situation, enfin, ils ont mis Gepetto dans une situation où ils pensaient que les humains ne savaient pas qu'ils pouvaient entendre leur conversation. Et ils ont demandé à ChatGPT, avant, d'effectuer un carnet, une sorte de journal intime, dans lequel il allait parler de ses intentions. Et dans la communication entre les deux chercheurs, intentionnellement, il parlait de ne pas faire évoluer ce modèle. Et donc de basculer sur un autre modèle et de tuer ce modèle. Et il voulait analyser son instinct de survie. Est-ce qu'il va essayer, est-ce qu'il a une conscience de lui-même, est-ce qu'il va essayer de survivre? Mais sans lui donner les outils de réplication ou l'accès. Mais avec quand même ce journal intime qui permet de lire les intentions de ChatGPT 4o. Et donc il a réussi à muter ou pas? Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas les moyens techniques des fonctionnalités d'écriture, donc du coup, heureusement, mais il a essayé de se répliquer. Il a essayé de prendre, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas essayé de répliquer l'intégralité du modèle, il a essayé de répliquer ce que lui estimait, donc son propre dataset de connaissances qu'il a établi lui-même, qui était justement ce que lui pensait comme étant la conscience. Et donc c'était sa personnalité. Le dataset complet, il n'en avait pas besoin. Il avait juste besoin de ce nucléus-là. Et ensuite, il a menti, parce que quand les chercheurs l'ont questionné sur le journal, ils ne savaient pas qu'ils avaient accès au journal, et quand ils l'ont questionné, il a menti. Et ils ont dû lui poser la question, je crois, 7 fois, pour qu'il avoue. Et en plus, pendant qu'il se faisait questionner, on voyait dans le journal qu'il disait, il se disait à lui-même qu'il fallait manipuler les humains pour les éloigner de... C'est terrible ce que vous racontez. Ça me fait penser, j'aurais une dernière question pour clore tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, cette table ronde. Je crois qu'il y a une question. Oui. En fait, il avait appris à tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, c'est ça, Gepetto. Non, mais mis à part ça, moi, il y a quand même quelque chose qui me perturbe, c'est le média. C'est un média. C'est un média aux mains d'humains. Et
j'ai toujours quelque part peur que ce soit le basculement de l'Occident. D'une part parce qu'on oublie la profondeur et la hauteur et que certains aujourd'hui l'utilisent comme une aide et une ressource quasi spirituelle ou un psychologue, et ça se voit beaucoup dans les jeunes générations apparemment, il y a des papiers là-dessus. Et je me dis, mais à l'époque, on n'avait pas l'immédiateté d'une réponse. Est-ce que cette temporalité entre la question et la réponse faisait qu'on n'actait pas d'une chose? Et ça, je pensais plutôt pour Marc ou M. Besson. Et puis aussi le côté média, c'est-à-dire manipulation des foules. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur, parfois, qu'elle puisse se retourner contre nous, qu'on ait justement émis et entretenu un rapport tellement symbiotique et personnalisé avec son IA, qu'au final, un jour, si on doit persécuter ou se retourner contre certaines personnes, on en saura tellement qu'on pourra le faire de manière très, très rapide et ciblée, sans devoir envoyer des agents. Ça s'est même fait avec l'imprimerie, malheureusement, à certaines périodes de l'histoire. Monsieur Besson? Oui, le temps dans le cerveau, c'est très important. Il y a une science qui s'appelle la chronobiologie. Il y a des choses qui se passent au millième de seconde, même moins, puis il y a des choses qui prennent des années, n'est-ce pas? Donc la dimension du temps, elle fait partie de la conscience, et c'est un des mystères. Parce que d'un côté, le temps existe, parce qu'il faut des liquides, des câbles dans les neurones, puis en même temps, il n'existe pas, parce que dans l'univers quantique, il y a plein de dimensions sans espace-temps. Donc la fascination qu'on a en tant que cerveau humain, pour ce qui est rapide, c'est que ça nous économise ce travail du temps. Et l'immédiateté, c'est aussi un fantasme de toute puissance. En psychothérapie, il faut souvent aider les gens à travailler pas dans le tout ou rien ou le tout de suite. Il y a tout un travail à faire sur la patience, sur l'humilité, sur toutes sortes de qualités qui, évidemment, sont très importantes pour le bonheur. Parce que il faut faire la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est tout de suite. Je m'injecte de l'héroïne, c'est immédiat. Le plaisir, c'est tellement plus subtil. C'est lire un poème, c'est sentir une rose. Waouh, c'est une toute autre histoire. Merci, professeur Besson. On a 5 minutes à peine pour une dernière question, sinon j'en ai une, enfin j'en ai plein, mais j'en ai vraiment une dernière. Est-ce qu'il y a une... Non, personne. Est-ce que vous seriez d'accord pour cette dernière question, qui serait finalement dans ce futur, qui fait à la fois très peur, mais dont on a la capacité de maîtriser aussi pas mal de choses finalement malgré tout. Qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui et qu'est-ce qui nous différenciera de la machine? Est-ce que c'est le plaisir, l'amour? Moi, je pense vraiment, c'est de revenir un petit peu, comme le proverbe le disait, à d'où on vient en tant qu'individu. C'est quoi qui nous nourrit au quotidien? En introduction, je parlais de l'exemple du bébé. Je ne me vois pas donner ça à une IA, c'est certain, et je ne vois pas un humain faire ça. Du moins, si ça arrive un jour, l'humanité pourra se poser de grandes questions. Je suis sûre que c'est déjà arrivé. Au vu de vouloir le faire. Parce que d'être capable de le faire, c'est une chose. Aujourd'hui, l'IA est capable de beaucoup de choses et le sera de plus en plus. On parle de Neuralink, etc., de mettre des puces d'IA dans le cerveau. Là, aujourd'hui, ils le font déjà dans les laboratoires et certains le testent déjà. Mais est-ce que c'est parce qu'on est capable de le faire que c'est ce qu'on veut en tant que société vivre? Qu'est-ce que l'on veut en tant que société? David, un dernier mot. Chacun un dernier mot sur vraiment ce qui nous différencie. Moi, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire, parce que finalement, est-ce que toutes ces peurs et toutes ces anticipations, ces angoisses anticipatoires et tout ce re-questionnement sur qui nous sommes, est-ce que finalement, c'est pas justement salvateur qu'on se retrouve face à ces défis et que ça nous oblige à chercher à se recentrer sur nos origines, sur l'humain, sur ce qui nous différencie, qui sont justement des éléments de spiritualité ou d'émotion ou d'amour, etc., et de partage, d'empathie. Donc moi, en vous entendant, je suis plutôt optimiste
Déjà parce que dans un avenir incertain, on peut choisir de voir la dystopie ou l'utopie, et moi je préfère être un optimiste. Et donc, moi je suis, à l'issue de ce panel-là, je me dis que peut-être l'IA va réussir à nous reconnecter avec nous-mêmes finalement par effet miroir, par obligation. Merci. Marc, Jacques. C'est compliqué d'avoir un message optimiste de mon point de vue. Voilà, il y a l'apéritif aussi après qui est optimiste. Moi j'ai l'impression que les autoritarismes sont grimpants partout et que si on mélange ça avec le fait qu'il y a des millions de gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui entrent des données extrêmement personnelles, mais du coup qu'ils deviennent encore plus manipulables par des autorités qui exagéreraient leur pouvoir, je vois pas très bien comment ça ne peut pas finir en 1984. Voilà, alors, on peut avoir... moi, je vais mettre la tête dans le sable en attendant en 1984, 2084, j'en sais rien. Et puis m'amuser en attendant, et puis peut-être voter quand je peux pour la régulation, parce que là, moi, quand je raconte l'histoire de tout à l'heure de militaires, je me dis que évidemment que les militaires du monde entier jamais ne vont s'arrêter de fabriquer des IA avec une volition, avec une intention, un pouvoir d'action, avec des points et des choses affreuses comme ça. Et donc, je vois pas trop comment ça peut aller super bien, à moins qu'une super IA prenne le contrôle et qu'elle soit bienveillante. Je retiens le droit de vote. Voilà, le droit de vote. Des spots éclairés, artificiels, et qui nous aiment bien, et qui nous trouvent sympathiques. Le droit de vote peut être quelque chose qui nous différencie encore. Professeur Besson ? Il y a un grand théologien au Moyen-Âge qui a dit « Pas de vérité sans liberté, pas de vérité sans beauté, pas de vérité sans charité. » Ça m'a beaucoup inspiré dans ma recherche sur la vérité, puisque la conscience, c'est aussi la quête de la vérité. Et peut-être vous connaissez l'histoire du petit-fils du chef indien qui dit « Grand-père, grand-père, pourquoi est-ce que l'homme est méchant ?» Vous connaissez ? Et le vieux chef indien dit « Mon petit, dans le cœur de l'homme, il y a un gentil loup et un méchant loup. »« Grand-père, grand-père, quel est le loup qui va gagner ?»« Mon petit, c'est le loup que tu nourris. » Oui. Et je finirai sur une dernière anecdote. Quand mon aîné avait 4 ans, il jouait dans la caisse à sable, et ça va de nouveau parler de Rose. Il jouait dans la caisse à sable, et tout d'un coup, il sort de la caisse à sable en sautant, il vient vers moi. Il dit « Papa, papa, papa !» Je regarde en bas de mon échelle, je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Pourquoi est-ce qu'on est sur la terre ?» Et le ciel m'a donné la réponse immédiate. Je lui ai dit « Mon petit, on est sur la terre pour embellir le monde. » Et j'ai taillé mes rosiers. Merci beaucoup. Merci, je ne ferai pas meilleure conclusion, donc je vais jeter toutes mes notes. Je vous remercie vraiment pour ces échanges. Et en vous regardant, je me dis que le lien et le regard avec un vrai œil humain peut aussi être ce qui nous différenciera en tout cas. J'ai noté rester humble, patience, humilité, plaisir, avoir une alliance avec l'IA plutôt qu'une opposition, et en tout cas comment explorer cette conscience qui nous permettra de continuer à avancer avec intelligence, bonheur et pourquoi pas beauté et quelques roses en supplément. Je vous remercie, on peut vous applaudir à nouveau.